Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente Sud Radio, c'est ça la France. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet technologique, la cybersécurité, qui fait partie de notre quotidien désormais. Il suffit d'ouvrir les informations et on apprend que le site du Parlement européen est visé par une cyberattaque après un vote sur la Russie, qu'en Guadeloupe, le Conseil régional est visé par une cyberattaque, qu'il y a un peu plus de 2 mois, l'hôpital de Corbeil-Essonnes a été là aussi visé par une cyberattaque. Ils en relèvent d'ailleurs à peine aujourd'hui. Donc ces cyberattaques font partie de notre quotidien. Nos données sont aussi parfois piratées. On l'évoquera en fin d'émission, ça, les mots de passe des Français. Pour sécuriser les ordinateurs et leurs données, il va falloir faire un effort, parce que le AZERTY, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, on en reparle en fin d'émission. Mais tout de suite, c'est quoi la cybersécurité ? Eh bien, je vous présente tout de suite nos 2 invités pour en parler. Camille Charaudot qui est en studio avec nous. Bonjour Camille. Bonjour Nathalie. Vous êtes vice-président de Cybelle Angel en charge de la stratégie et Simon Léos de Tetris. Bonjour Simon. Digital marketing et communication chez Tetris. Alors le premier défi que je vous lance, parce que c'est vrai, je le disais à l'instant, la cybersécurité, on en entend parler de plus en plus, nous, simples kidam. Le premier défi que je vous lance à tous les deux, c'est de me présenter en quelques mots votre entreprise dans un langage simple. Imaginez que vous parlez à votre grand-mère. Et on commence avec vous, Camille Charaudot. Alors, Cybelle Angel, expliquez-nous où vous êtes implanté, le nombre de salariés qui travaillent dans cette entreprise, la technologie que vous développez. J'accepte le défi, je vais essayer de l'expliquer comme si je parlais à ma grand-mère. Cybelle Angel, c'est une société de cybersécurité qui fait à peu près 200 employés aujourd'hui, qui a démarré historiquement en France en 2015 et aujourd'hui des bureaux à travers le monde, aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce qu'on fait ? J'aime bien parler de la métaphore du château fort. La cybersécurité, en fait, le but du jeu pendant de nombreuses années, ça a été de se dire, je suis dans une ville avec un château fort et j'ai des remparts. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que personne ne puisse passer au-delà de ces remparts et venir envahir ma ville. Ça, c'était bien, mais au cours des dernières années, malheureusement, les choses ont beaucoup changé. Parce qu'il y a de plus en plus d'échanges qui ont lieu entre une entreprise, une organisation, des individus et des partenaires, des clients, des fournisseurs. Aujourd'hui, il est très commun d'aller faire du business à l'autre bout du monde. Et bien sûr, quand on fait ça, on doit partager de la donnée. On doit échanger de la propriété intellectuelle. Et le problème, c'est qu'on a beau avoir les plus belles remparts, les plus beaux remparts du monde, malheureusement, les gens avec qui on partage cette donnée, eux, ne les ont pas forcément. Donc notre job à nous, chez Cybelle Angel, c'est d'aller chercher quelque part sur l'Internet toutes ces données qui auront pu fuiter, toutes ces menaces potentielles qui pourraient menacer l'entreprise, en leur disant « Attention, c'est déjà en dehors de vos remparts, faites attention, allez contacter la personne qui le fait fuiter et faites en sorte de vous protéger. » Voilà en 2 mots ce qu'on fait chez Cybelle Angel. Donc vous êtes à l'extérieur, vous anticipez même les menaces. Tout à fait, c'est l'objectif. Et alors Simon Léos de Tetris, expliquez-nous justement, donnez-nous quelques données justement sur cette entreprise. Là aussi, vous êtes une équipe de combien et ce que vous défendez chez Tetris ? Alors Tetris est un éditeur de logiciels en cybersécurité. Nous sommes basés à Pessac en Gironde, historiquement. Nous sommes 260 collaborateurs aujourd'hui avec des filiales en Espagne, en Allemagne, Danemark, Japon et Canada. Notre technologie est aujourd'hui déployée dans à peu près 120 pays. Et ce que nous proposons, c'est une technologie qui détecte et neutralise en temps réel et sans action humaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement de clic ou d'action de validation à faire. Alors ce qu'on appelle les rançongiciels, les fameux ransomware, donc ce sont ces attaques qui chiffrent vos systèmes, vos postes de travail, vos téléphones aussi parfois, et qui peuvent atteindre le cloud également, et qui ensuite, en plus de vous chiffrer, bien sûr, vous réclament une rançon pour accéder à vos données et vous permettre de travailler à nouveau. Oui. Vous êtes à l'intérieur du réseau de l'entreprise, vous ? Exactement, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, cette technologie-là, on va placer des capteurs sur les ordinateurs, les téléphones, dans les réseaux, sur le cloud, et notre plateforme les fait tous communiquer ces capteurs en temps réel pour identifier
les menaces et orchestrer la réponse commune justement à cette attaque identifiée. Et ça s'appelle la Tetris XDR Platform. C'est basé sur de l'intelligence artificielle et de la robotisation. Oui. Alors justement, Simon Léost, je l'évoquais en début d'émission, on a de plus en plus de cyberattaques. Dernièrement, donc, il y a le Parlement européen, la Guadeloupe, et il y a eu donc l'hôpital en Corbeil-Essonnes, vous le disiez à l'instant, c'est-à-dire que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a pénétré dans le système et on a pris en otage les données. Absolument, c'est tout à fait ça. Et l'objectif, évidemment, il peut être juste crapuleux. Vous savez, parfois c'est la cybercriminalité est un équivalent juste numérique d'une mafia assez traditionnelle. Donc c'est crapuleux. Il s'agit de se faire de l'argent et donc ça peut cibler de façon soit totalement opportune et donc de façon très précise une victime, mais de façon globale, ça va cibler tout simplement l'ensemble des emails accessibles ou qui ont fuité sur le net. Et donc c'est un petit peu, si vous voulez, une pêche. Et c'est à celui qui malheureusement va cliquer ou se retrouver dans la capacité à faire rentrer le fameux rançongiciel sur le réseau que va s'appliquer finalement malheureusement la cyberattaque. Camille Charodeau, comment faire pour anticiper toutes ces menaces ? Parce qu'on a l'impression que c'est une pourchasse, comment dire ça, c'est une course à l'innovation pour être le plus innovant et à chaque fois réussir à déjouer les défenses qui ont été mises en place. Hein. C'est exactement ça. C'est une course entre le défenseur et l'attaquant. Et le problème, c'est que très souvent, parce que les attaqueurs utilisent ces méthodes de pêche au chalut, en quelque sorte, Simon en parlait à l'instant, ils vont ratisser très très large et puis ils regardent finalement quelles sont les entreprises qui ont les niveaux de défense les plus faibles. Et puis ils remontent de l'information, ils n'avaient pas forcément pour intention de les viser eux en particulièrement. Cet hôpital de Corbeil-Essonnes peut-être n'était pas la meilleure cible pour eux parce que c'est pas là où ils vont obtenir le plus d'argent en retour, mais simplement c'était l'un des moins protégés. Et donc cette course à l'innovation, elle est très très importante. Il y a peut-être deux choses là-dedans. Il y a d'un côté tous ces éditeurs, toutes ces sociétés qui fournissent des solutions pour se protéger. Mais comment elles peuvent innover toujours plus et toujours plus vite ? Et il faut des fonds, il faut des investissements, etc. Et puis de l'autre côté, il y a tout un travail d'évangélisation à faire sur toutes les couches, que ce soit les petites entreprises, du privé, du public et des très grands groupes, pour se dire, qui que je sois aujourd'hui, je dois m'équiper en solutions de ce type parce que ça peut arriver à tout un chacun. C'est urgent de se mobiliser auprès des PME, auprès de toutes ces petites entreprises qui n'ont peut-être pas conscience qu'elles peuvent être attaquées également. Complètement. Et les grands groupes ont fait ce cheminement de pensée au cours des dernières années. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont protégés. Alors oui, les attaques arrivent toujours. On a vu Thales il y a quelques semaines se faire attaquer et ça continuera à arriver. Mais finalement, les petites sociétés sont de plus en plus des cibles parce qu'elles n'ont pas encore, et il faut des moyens pour ça malheureusement, et c'est ça qui est compliqué. Où est-ce qu'on va les chercher ces moyens ? Quand on a 3 personnes dans son équipe IT ou sécurité aujourd'hui, on va vraiment mettre les moyens sur ce qui semble être le plus prioritaire aujourd'hui, et malheureusement, les attaquants vont toujours trouver des moyens de passer. Oui. Alors justement, vous parlez de moyens, là encore, c'est un secteur qui est très concurrencé, les Américains sont très en avance, les Israéliens également, les Chinois également. Donc comment faire ? Je pose la question à vous, Simon Léost, et ensuite Camille Charodeau, comment faire pour justement continuer à innover dans ce domaine-là ? Est-ce que l'ancrage européen devient vraiment primordial ? Est-ce que la réponse, elle est européenne avant tout, Simon Léost ? Alors, je voudrais juste préciser que l'avance n'est pas nécessairement technologique des Américains et des Israéliens. Il y a une avance essentiellement de moyens, justement, puisqu'on se parlait de moyens, donc des moyens financiers. C'est bien de le préciser, c'est rassurant. Oui, c'est rassurant parce que très clairement, la technologie européenne, française, évidemment, prioritairement, est extrêmement à la pointe de l'innovation, voire surpasse les technologies américaines et israéliennes, qui sont, il est vrai, les deux pays fournisseurs de solutions de cybersécurité principaux, et d'ailleurs nos principaux concurrents. Oui. Mais ces technologies-là, en France, par exemple, nous sommes tout autant en avance de phase, voire mieux positionnés. Sur un certain nombre d'appels d'offres, vous pouvez constater des technologies françaises qui surpassent les américaines comme les israéliennes. Et la réponse, bien sûr, qu'elle est européenne. Pourquoi ? Parce qu'on a tout simplement des systèmes légaux qui diffèrent et sans rentrer dans trop de détails pour nos auditeurs, le Cloud Act, par exemple, qui permet d'intervenir sur des problématiques de transfert de données. Vous avez finalement
un seul souci, parce qu'on parle de cyberattaque, mais si vous voulez, quand on a une cyberattaque, ce qu'on veut protéger, c'est nos données. Bien sûr. Sauf que quand on les positionne sur un cloud, par exemple américain, les données peuvent transiter aux États-Unis, elles peuvent partir aux États-Unis. Et finalement, en termes de cybersécurité, c'est pareil, c'est-à-dire que les Américains ont un système légal qui leur permet d'intervenir, c'est ce qu'on appelle les lois extraterritoriales, qui leur permettent d'intervenir finalement dans l'ensemble du champ qui concernerait une société américaine. Et donc pour l'utilisateur final, ces données, etc., peuvent à tout moment, selon la situation judiciaire, politique, finalement faire l'objet d'une attention particulière, voire de poursuites judiciaires. Donc en termes de cybersécurité, la réponse est européenne, justement d'un point de vue central de contrôle de ces données. Oui, en termes de souveraineté, Camille Charodeau, effectivement, il y a des enjeux de souveraineté quand on parle de cybersécurité. Il y en a énormément. Simon en a certainement dicté un certain nombre ici. L'enjeu de protection des données, je pense qu'on peut se féliciter en Europe d'être relativement en avance par rapport au reste du monde. On connaît tous la RGPD, en termes de régulation de protection des données, qui nous place finalement très très loin devant les Américains ou les Israéliens. Et qui nous protège, particuliers. Nous tous, auditeurs de la radio aujourd'hui. Et donc finalement, on doit s'appuyer sur ces réglementations-là et on doit les pousser un petit peu plus loin parce que celles-ci poussent les entreprises à aller faire cet effort de protection et du coup à aller s'équiper de solutions européennes, ou globale, mais européenne en priorité. Et donc, comment est-ce qu'on peut les inciter à aller encore plus loin là-dessus avec des solutions européennes qui n'incluront pas ces fameuses backdoors, qui ne seront pas soumises à des législations étrangères extraterritoriales et qui finalement, dans un contexte géopolitique, on parle de cyber, on parle de géopolitique aussi. Il n'y a pas que le hacker dans son garage qui essaye d'aller hacker une entreprise pour faire de l'argent. Il y a aussi des États dont on parle derrière en ce moment et on en parle beaucoup avec le contexte géopolitique. Mais finalement, avoir cette souveraineté européenne, c'est aussi une façon d'exister dans ce nouvel espace cyber-géopolitique aujourd'hui. Donc on doit faire des efforts là-dessus. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il y a sûrement des artisans, des petites entreprises qui nous écoutent. Qu'avez-vous envie de leur dire, Simon Léost ? Est-ce qu'il faut... et aussi, qu'est-ce que ça représente d'un point de vue financier, j'allais dire, là, de s'équiper pour pouvoir mieux protéger ces petites et moyennes entreprises en cybersécurité ? Alors pour les petites et moyennes entreprises, mon premier message prioritaire, ce serait de leur dire ne pensez pas que vous n'êtes personne et qu'à ce titre vous ne serez pas touché. Parce qu'on a souvent l'impression que c'est réservé finalement à ceux qui auraient un poids stratégique particulier. Évidemment, ils sont ciblés, mais finalement, on le disait, c'est de la pêche au chalut. Donc en eau profonde, donc tout le monde peut être ciblé. La problématique aussi, c'est que le coût moyen d'une cyberattaque pour une entreprise, pour une PME, elle est de 50 000 € et peut monter jusqu'à 100 000 €. Ouais. Et il faut savoir qu'une PME sur 2 touchée par une cyberattaque fait faillite dans les 18 mois. Donc le risque est supérieur toujours au coût de la protection. C'est ça qu'il faut que vraiment chacun retienne aujourd'hui. Le risque est supérieur en coût et en dommages parfois collatéraux humains au coût de la protection. Alors, il y a diverses façons de se protéger. Effectivement, la gestion des mots de passe, des choses très, finalement, au démarrage, très humaines et donc je vais pas dire de bon sens, mais finalement d'essayer d'avoir tous les bons réflexes d'hygiène numérique et ensuite, en parallèle, s'équiper d'un point de vue informatique de solutions. En premier, évidemment, un antivirus, mais le problématique de l'antivirus, c'est qu'il ne vous protège pas des cyberattaques. Nous, chez Tetris, par exemple, nous avons édité une solution qui se télécharge aujourd'hui comme un antivirus et qui propose à destination des artisans, des PME et justement des entrepreneurs individuels une technologie basée sur notre robotisation et intelligence artificielle pour détecter, neutraliser et donc bénéficier finalement de la protection que les grands groupes ont pu avoir, par exemple, depuis plusieurs années, mais à un niveau individuel, à un coût évidemment accessible, équivalent à ce qu'on connaît sur le marché, par exemple, des antivirus. Camille Charodeau, quel conseil vous donneriez justement à ces personnes qui nous écoutent et qui ont des petites entreprises et qui ont le sentiment d'être finalement très loin de ces cyberattaques ? Elles ne le sont pas, et je voudrais vous donner un chiffre. Aujourd'hui, il y a à peu près 90% des entreprises françaises, qui sont des entreprises de taille intermédiaire ou des petites entreprises, qui par exemple ne peuvent pas prétendre à une cyberassurance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si elles sont attaquées, et Simon le disait très justement, derrière il y a des millions d'euros qui sont en jeu et beaucoup d'entre elles peuvent faire faillite. Au bout de 18 mois, c'est ce que vous disiez Simon à l'instant, ce qui est assez... Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, elles ne peuvent même pas s'assurer contre ce risque-là.
parce que les assureurs voient leur facture à eux exploser du fait de la multiplication des cyberattaques et donc deviennent très regardants en termes de qui est-ce que je vais assurer ou qui est-ce que je ne vais pas assurer. Et pour ceux qu'ils acceptent d'assurer, les franchises, les primes d'assurance sont simplement prohibitives en termes de coûts. Et donc là, tout l'enjeu qu'on doit essayer de faire, c'est d'un côté aider ces petites entreprises à atteindre un niveau de sécurité suffisant pour prétendre à la cyberassurance. Et de l'autre côté, comment est-ce qu'on peut travailler aussi avec les assureurs cyber pour avoir des grilles dédiées pour ces plus petites entreprises, des niveaux intermédiaires et des garanties, des protections, peut-être avec le concours de l'État aussi, pour permettre à cet écosystème PME-ETI, là aussi, de se protéger, d'accéder à ces protections pour éviter les faillites. Parce qu'elles vont arriver de plus en plus. Et au niveau de nos particuliers, avant de se quitter, là aussi, je le disais en introduction, c'est une catastrophe. Je vous le dis, les auditeurs du Sud Radio. Il y a encore eu une société de gestion de mots de passe qui a publié les mots de passe les plus utilisés par les Français. 1, 2, 3, 4, 5... AZERTY, non mais on va où là? Alors il faut vraiment, peut-être que là aussi on n'a pas pris conscience de l'importance d'avoir une vraie protection au titre individuel. Alors Simon Léost, c'est vrai, là aussi vous le disiez, il faut pas avoir l'impression quand on est une petite entreprise qu'on est à l'écart de tout ça, mais pour un individu, j'imagine que ces cyberattaques, de ce que vous pouvez en juger, elles vont se multiplier. Alors oui, la problématique, c'est que les cyberattaques sur particuliers sont moins, comment dirais-je, il y a moins d'impact. sont moins faciles. Alors il y a moins d'impact et puis elles sont moins faciles à répertorier. Oui. Les particuliers aujourd'hui peuvent faire appel à cybermalveillance.gouv.fr le cas échéant lorsqu'ils sont touchés. En revanche, l'impact est essentiellement sur des données peut-être de travail, mais essentiellement personnelles, ce qui est très important, mais vos données personnelles, si vous voulez, il y a une certaine partie de la population qui tend à considérer aujourd'hui que, bon an, mal an, ça a déjà fuité sans doute depuis le temps et que eux ne sont pas très importants, ne représentent rien d'un point de vue politique ou économique et donc seraient à l'abri. Donc c'est vrai que la politique de mot de passe, la problématique, ce n'est pas forcément d'avoir à titre individuel une politique absolue. En revanche, c'est juste des bonnes pratiques d'hygiène numérique. C'est de renforcer son mot de passe avec des caractères différents, ne pas déterminer son mot de passe à partir d'éléments la date de naissance, évidents, le nom de ses enfants, le nom des enfants. Parce que si vous voulez, demain, si vous voulez être ciblé, on peut, avec de l'ingénierie sociale, aller chercher des informations sur vous. Ouais. On va voir vos comptes sur les réseaux sociaux, on va voir qui est votre femme, qui sont vos enfants, comment s'appelle le chien, etc. Ouais. Et puis, petit à petit, si vraiment on veut accéder, on peut réfléchir à toute une sorte de combinaison de mots de passe et finir par pouvoir accéder à votre ordinateur ou à votre téléphone. Donc, ce sont des éléments que finalement, chacun d'entre nous pouvons laisser sur le web de façon complètement spontanée et qu'on a le sentiment de conserver privé, mais finalement, ça ne l'est absolument plus, puisqu'une fois que c'est sur Internet, ça n'est plus privé. Ça aussi, il faut bien l'entendre. Ce que vous postez sur Internet, que ce soit votre page Facebook, ça n'est plus privé. Ça, c'est très important. Et donc, il faut renforcer en ayant des mots de passe qui soient mis à jour aussi régulièrement, c'est-à-dire ne gardez pas pendant 5 ans, 10 ans le même mot de passe sous prétexte qu'évidemment, vous ne l'oublierez pas. Donc notez-le ailleurs. Vous avez des petits systèmes de gestion de mots de passe qui existent sécurisés. Et puis en termes de mots de passe, on en parle, mais faites aussi régulièrement vos mises à jour. N'attendez pas, vous savez, ces fameuses mises à jour qui attendent. Je vous le confirme, on a tendance à comment dire, à la reporter, cette mise à jour. Donc là aussi, il faut faire attention à ça. Un dernier mot, Camille Charodeau, également, un conseil à donner à nos auditeurs concernant les mots de passe. Concernant les mots de passe, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui comprendre que la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Donc ça commence par les mots de passe, mais voyez l'impact que ça a sur nos vies à tous au quotidien. L'année dernière, c'était un pipeline aux US là qui a été hacké et qui a empêché des consommateurs d'accéder aux stations essence sur toute la côte est des États-Unis. Ou alors c'est cet hôpital à Corbeil-Essonnes sur lequel on a ouvert le sujet aujourd'hui. C'est l'affaire de tous. Ouais. Et donc tout ce que vient de dire Simon, bien sûr, il faut le faire.
Après, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, gardez-les pour vos plateformes de jeux ou autres qui ont peu d'impact. Mais pensez vraiment à mettre à jour tout ça de manière extrêmement régulière. Un grand merci à tous les deux d'avoir échangé avec nous sur cette cybersécurité qui fait partie désormais de notre quotidien. Camille Charodeau, je rappelle que vous êtes le vice-président de Cybelle Angel en charge de la stratégie. Et Simon Léos de Tetris, vous êtes responsable du digital marketing et la communication. Un grand merci à tous les deux pour votre éclairage et bonne journée à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup.